Alors, du coup, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de parler de cette reconnaissance en maladie professionnelle pour tous ces tumeurs cérébrales qui n'y sont toujours pas et qui, pour nous, c'est évident qu'elles y soient à partir du moment où on a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'elles devraient l'être. Alors, on va commencer notre conférence de presse en écoutant les témoignages de nos aidants et aidantes. On va commencer par Michel qui va nous parler de Clément Sauvaget, qui lui donc est décédé à l'âge de 69 ans en avril 2009 d'un oligodendrogliome, un drôle de mot. Il a été reconnu le 4 mai 2020. On vous écoute, Michel. C'est une très grande épreuve, mais surtout pour mon mari, qui très rapidement a été convaincu que c'est les produits qu'il avait utilisés qui avaient provoqué ce malaise. Et très rapidement, il a dit aux professeurs qui ont découvert ce qu'il avait, et il a dit « Je suis sûr que c'est les produits que j'ai utilisés ». Mais à cette époque-là, on ne l'a pas cru. Et après, ça a été très difficile parce que il ne pouvait pas s'exprimer, mais il comprenait ce qu'on lui disait, donc il est passé aussi des moments où on lui a dit mais monsieur, c'est la tête qui ne va pas. Voilà. Je sais pas. Ça a été très difficile et le corps et surtout la tête, l'impossibilité de s'exprimer, c'est très très difficile à vivre. Et on n'était pas conscients, nous, on ne savait pas que c'était. Enfin, on ne savait pas. D'accord. Il était en agriculture conventionnelle, il avait un élevage ou quelle agriculture? Oui, élevage de vaches laitières, mais ce qu'on a pensé, c'est que très tôt, il a utilisé des produits dès l'âge de 13-14 ans, parce que, étant né en 1940, c'était l'époque où on nous a, enfin les paysans on a voulu se sortir un petit peu de travaillez-moi et on s'est laissé prendre par ces propositions de moderniser, de travailler moins, d'avoir un petit peu plus, d'avoir la vie moins difficile. Et mon mari, donc, il a commencé très jeune, vers 13-14 ans, à utiliser des produits qu'on s'est rendu compte après qui n'étaient pas bons. Il a continué vers 10 ans avant qu'on arrête. Il s'est aperçu qu'il commençait à prendre conscience qu'il faudrait changer. Mais ça n'a pas été facile. Et on a commencé à traiter moins. On faisait partie d'un groupe herbe avec des agriculteurs où on essayait de faire moins maïs, maïs-blé. Mais ça n'a pas été suffisant. Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de l'histoire. D'accord. Et donc en fin de compte, il est décédé, on a dit, en 2009. Oui. Et les premiers symptômes sont arrivés pour lui, à peu près 1 an. 1 an avant. Oui. Donc en fin de compte, ça reste des tumeurs cérébrales qui sont très évolutives. Oui, les premiers symptômes, je crois que c'était à fin d'année 2007, il commençait parfois à plus avoir la parole. On ne savait pas, mais en 2008, il était fatigué et je crois que c'était peut-être février-mars 2008 où là, ça devenait, il ne pouvait plus conduire, enfin il ne se sentait pas sûr de lui pour conduire. Là, on a consulté et il est parti avril 2000, oui, pas 1 an. De toute façon, si vous avez les journalistes ont des questions à poser, on va pouvoir revenir sur quelques précisions
mais en fait, il est parti quand même, ça a été très rapide, Oui, et il est parti jeune à 62 ans. 9 ans, d'accord. Passer au tour, parce qu'il y a 6 dossiers qui ont été reconnus en maladie professionnelle en 3 ans. 6 décès suite à des tumeurs cérébrales oui. dont les dossiers ont été rapides, reconnus depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2023. Oui. Alors, il y a le dossier de Olivier, Christophe Olivier, Karine qui est auprès de nous, qui a été une battante auprès de son mari, on en a déjà beaucoup parlé. Christophe n'avait que 4 ans. D'accord. Mais il avait 44 ans quand il est décédé. Ah, d'accord. 44 ans. Et du coup, il a été reconnu, lui, assez rapidement en 2020. Peux-tu nous expliquer, Karine, comment tu as vécu la maladie de ton mari? Alors, Comment ça s'est passé un petit peu? Tu relates un petit peu. la maladie de Christophe, elle était... nous, c'est pareil, hein, nous, on a beaucoup pensé que c'était dû par les pesticides, parce que lui, c'est quand il traitait, et surtout quand il traitait le colza, qu'il avait, comment on appelle ça, les premiers symptômes qu'il avait, c'était des vertiges, envie de vomir, et après, c'était envie de dormir, quoi. Ça, c'est les symptômes qu'il a eu quand il traitait. Sur plusieurs temps après, ils ont trouvé le glioblastome, ils l'ont trouvé parce qu'il avait été au kiné, il a fait plusieurs séances, il avait fait du kiné en pensant que c'était un problème interne au niveau de l'oreille. Et le kiné et Madame Salacroupe, ils ont dit comme ça qu'il faut voir plus loin, et le kiné avait dit que c'était pas du tout son problème d'oreille interne, et c'est là où ils ont préféré faire un IRM, et c'est à l'IRM qu'ils ont vu que c'était un glioblastome. Quand on a vu la dame là-bas à Rennes, avec le glioblastome, de toute façon, quand elle nous avait vu, elle avait dit comme ça, de toute façon, nous, on n'aime pas celle-là. Parce qu'en fait, le glioblastome où il était au niveau de l'arrière, et en fait, ça comprimait le cerveau. Ça comprimait le cerveau, et ça faisait qu'il avait un peu de perte de mémoire et beaucoup de perte d'équilibre. Voilà. Donc c'était son équilibre qui était le plus embêtant pour lui. Et après, ça a été très vite, quoi. Dès qu'il avait plus d'équilibre, il fallait du monde à la maison pour s'en occuper. Et après, moi j'avais mon boulot par à côté, quoi. Bien sûr. Du coup, ça a duré combien de temps C'était très court. Ça a été très court. Ça fait, comptez, moins de 18 mois. 18 mois, Ouais. d'accord. Et du coup, le dossier, il a été reconnu en décembre 2020. C'est ça. Ouais. Dans les 6 qui sont reconnus en 3 ans, il y a Gérard Leroux de la SAP qui est décédé, lui, à 62 ans, en novembre 2019. Lui aussi d'un glioblastome est reconnu en septembre 2023. Jasmine, son épouse, va nous expliquer le cheminement que vous avez dû vivre tous les deux en tant qu'aidante, comment ça s'est passé. Eh bien, Gérard est tombé malade subitement. Je dirais que avant la pose de ce diagnostic, j'aurais dit qu'il était en bonne santé, parce qu'il n'y avait strictement rien qui pouvait supposer quoi que ce soit. Et un matin, il a fait un courrier, et tout d'un coup, il m'a dit « je ne peux plus écrire ». Et là, ma première réaction, ça a été « tu dois faire un AVC ». On est parti à l'hôpital en urgence, je l'ai conduit. Et arrivé à l'hôpital, je dis non, visiblement c'est pas un AVC, on va poursuivre un tout petit peu plus loin les investigations. Et le soir, un IRM qui montre une tumeur au cerveau. Donc là, ils se mettent, nous c'était l'hôpital du Mans, ils se mettent en rapport avec l'hôpital d'Angers. Visiblement c'est opérable. Donc à l'époque c'était rassurant parce qu'on s'est dit voilà, on enlève la tumeur et puis ça va aller quoi. Bien sûr. Et là, à Angers, il se fait opérer, on enlève la tumeur. L'opération se passe bien, en chirurgie éveillée, on lui donne le choix, parce qu'on l'endort, on l'assomme, ils ouvrent, et après il réveille, et là, il fallait qu'il participe à l'opération. Le chirurgien lui posait des questions, et en fonction de ses réponses, il voyait s'il allait trop loin ou pas, parce que c'était dans la zone de l'écrit et de la parole.
Donc mon mari avait accepté ce deal, je trouve que c'était hyper courageux déjà, et avec le chirurgien, ils avaient mis au point des sujets de conversation. Donc l'opération se passe très bien, et il est hospitalisé 8 jours, sauf que dans les 8 jours, le professeur qui l'a opéré passe chaque matin avec ses élèves, présenter les cas, et à un moment, je pense que le chirurgien a fait pour moi une très très grosse faute. Ses élèves lui ont posé une question, et là ils disent, et le chirurgien répond, ben non, là c'est un cas désespéré. Et mon mari, là, Il était là, il est dans son lit, il entend ça. Et de ce jour-là, on voit dans les comptes rendus opératoires, changement complet d'attitude, parce qu'avant tous les jours, quelle date on est, qui est le président de la République, etc., etc. Et là, forcément, il se braque. Il a compris que... C'est fini, quoi. Ouais, mais il ne nous l'a pas dit. Il nous l'a caché. Tant qu'il a pu, il nous a caché la gravité. Et au bout de... On est retourné à contre-visite après l'opération fin janvier. Et là, il m'a dit, écoute, tu viens avec moi, mais tu viens pas voir le chirurgien. Bon, je n'ai pas voulu contrarier, je suis restée dans la salle d'attente. Et quand il est sorti, il m'a dit, mais non, tu sais, comme je t'ai dit, je vais avoir un petit traitement. Enfin, il a tout minimisé comme ça. Et j'ai dit, ah bon, quand même, moi je pensais que bon, j'ai été opéré, ça y est, on allait s'en sortir comme ça. Mais non, j'ai un petit traitement, un peu de chimio, un peu de radiothérapie. Et puis c'est ce qu'on a fait. Mais dès l'opération, il a quand même eu beaucoup de difficultés à s'exprimer. Ça se mélangeait. Enfin, il arrivait à parler encore, mais c'était compliqué. Il n'arrivait plus du tout dans les chiffres. Dans les chiffres, par contre, non. C'était très compliqué. Dans les chiffres. Et puis au fur et à mesure du temps, la parole a disparu. Et ça a été le plus frustrant, je pense. Parce qu'il savait qu'il y avait une échéance, on était encore exploitants, il y avait plein de choses à nous dire. Il s'est dit, mais je ne peux pas leur dire ça, mais ils vont se planter. Surtout qu'il ne restait que des céréales. Moi, je ne m'occupais pas du tout des céréales. Donc on a repris ça comme on a pu. Et notre fils, qui est juriste à Paris, qui a dit, moi c'est pas grave, je vais reprendre l'exploitation céréales, je vais continuer mon boulot de juriste à Paris et je vais faire les céréales. Et là, mon mari, tout ce qu'il a pu lui dire, mais en concentré, il lui a dit, toi, il faut que tu vois ça pour l'année prochaine, il faut que tu vois ça pour l'année prochaine. Et mon fils m'a dit, c'est après que j'ai compris la portée de ses paroles. Je ne comprenais pas au départ pourquoi il me disait déjà l'été prochain ce qu'il fallait faire. Parce qu'il savait pertinemment que... L'été prochain, il n'aurait plus été là. Alors donc... Mais par contre, il a toujours eu sa tête. Enfin, nous, on a toujours ce sentiment-là. Jusqu'au 48 heures avant qu'il décède. Voilà. Et alors, il voulait nous dire quelque chose, mais ça ne venait pas. Alors souvent, on soumettait des mots et on brodait autour. Bon, on arrivait plus ou moins, mais bon, c'était pas affiné comme il aurait voulu. Et bon, je ne sais pas si mon mari a soupçonné les phytos. Mais vous étiez céréalier? Oui, on n'a pas été toujours céréaliers. On a eu des vaches laitières et un poulailler industriel en dinde. Bon, on a manié les phytos, bien entendu. Hein. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que mon mari un jour a pensé à ça. On ne sait pas. Hein. Non, mais vous en utilisiez beaucoup pour les céréales. Ah oui, ça c'est sûr. Même le traitement du poulailler, etc. Ça, on faisait ça vite fait quand il y a comme eu une manipulation de produits chimiques, ça c'est sûr. Et comme il a perdu la parole, on a pas soupçonné ce qu'il est pensé, mais on ne sait pas. Vous ne pouvez plus parler ni écrire. Donc, Merci Jasmine. Alors voilà, moi je peux dire, c'est en dehors de tout ça, mais c'est quelqu'un qui avait la foi. Nous avons la foi. Et il a été hyper courageux. Parce que tant qu'il a eu la parole, il a dicté des courriers jusqu'en avril, il est décédé en novembre, à la psychologue du centre d'oncologie qui le suivait. Et ces courriers, il fallait nous les remettre aux enfants et à moi quand ils seraient sur le déclin. Et là, il nous dit qu'il nous aime et qu'il va prier pour nous, pour qu'on arrive à accepter son départ, parce qu'il sait que ça va être terriblement dur. Et je trouve que ça se vérifie. Moi aussi, j'ai été un peu écroulée, mais j'ai retrouvé une espèce de niaque, parce que j'ai toujours le sentiment qu'il nous est arrivé des choses dans la vie depuis, qui vraiment sont tout à fait opportunes, quoi. Je n'aurais pas soupçonné ça, et qui sont tombés à point nommé. Et alors qu'on était quand même un peu des fois dans l'interrogation. Et de ce côté-là, moi, voilà, c'est mon témoignage, il n'engage que moi, hein. Bien entendu, je ne voudrais surtout pas dire quoi que ce soit, mais voilà.
On est fédérés, les enfants et moi-même. Mon fils tient la barque, alors qu'il n'avait pas touché du tout au serin ni quoi que ce soit. Je pense qu'on ne le déçoit pas. Voilà, c'est tout. C'était juste notre objectif, ne pas le décevoir. Merci Jasmine, merci. Odette Gruau est décédée à l'âge de 67 ans, elle aussi d'un glioblastome, est reconnue en novembre 2023, là c'est récent puisque ça s'est passé au tribunal d'Angers, il y a plusieurs qui étaient présents pour soutenir Maître Baron qui était là je suppose. Et donc Jean-Louis va pouvoir nous parler d'Odette et comment elle a travaillé, comment expliquer ce départ trop rapide. Puis après que j'ai eu la retraite en 2013, je suis resté avec elle. J'ai travaillé avec elle pendant 5-6 ans parce qu'elle est tombée malade en août 2019 par une crise d'épilepsie tout d'un coup. Juste comme elle venait de vendre sa ferme, quoi. Odette, Comment? quelle était sa production? Alors, lapin et pigeon. Lapin et pigeon. Et pigeon, oui. D'accord. Comme animaux, mais plus les céréales, quoi. D'accord. 35 Donc elle hectares. utilisait beaucoup de pesticides. Bah oui. Voilà. Bah oui, puis comme c'était très étendu, elle utilisait tout, quoi. D'accord. Et les premiers symptômes, entre les premiers symptômes et son décès, il y a eu combien de temps à peu près? 9 mois. 9 mois. Oui. En fin de compte, ce sont des dossiers qui semblent similaires, les médecins vont pouvoir, mais c'est assez rapide en fait, c'est ça qui est grave. Oui. Du jour au lendemain, on est bien portant, et le lendemain, Oui. problème, on ne peut plus écrire, on peut... Ouais, d'accord, ok. Dans le cas d'Odette, c'est elle qui a démarré la demande de reconnaissance. Oui. On l'a rencontrée la première fois à l'hôpital. Oui. Elle avait identifié les pesticides et elle voulait être reconnue. Oui. Merci Jean-Louis, merci. C'est courageux de témoigner pour tous vos aidants. Actuellement, au niveau du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, il y a 4 autres dossiers qui sont en cours de demande, enfin en cours de travaux.